Bonsoir à tous, bienvenue sur D8 pour cette nouvelle édition de Voyage au bout de la nuit. Aujourd'hui, je vais commencer la lecture du roman Autour de la Lune de Jules Verne, l'histoire de 3 hommes qui montent dans un obus pour un voyage vers la Lune. Je vais donc commencer cette lecture et n'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag VBN. Merci beaucoup. Chapitre préliminaire, qui résume la première partie de cet ouvrage pour servir de préface à la seconde. Pendant le cours de l'année 1861, le monde entier fut singulièrement ému par une tentative scientifique sans précédent dans les annales de la science. Les membres du Gun Club, cercle d'artilleurs fondé à Baltimore après la guerre d'Amérique, avaient eu l'idée de se mettre en communication avec la Lune. Oui, avec la Lune. En lui envoyant un boulet. Leur président Barbicane, le promoteur de l'entreprise ayant consulté à ce sujet les astronomes de l'Observatoire de Cambridge, prit toutes les mesures nécessaires au succès de cette extraordinaire expérience, qui a été déclarée réalisable par la majorité des gens compétents. Après avoir provoqué une souscription publique qui produisit près de 30 millions de francs, il commença ses gigantesques travaux. Suivant la note rédigée par les membres de l'Observatoire, le canon, destiné à lancer le projectile, devait être établi dans un pays situé entre 0 et 28 degrés de latitude, nord ou sud, afin de viser la Lune au zénith. Le boulet devait être animé d'une vitesse initiale de 12 milliards à la seconde. Lancé le 1er décembre à 11h moins 13 minutes et 20 secondes du soir, il devait rencontrer la Lune 4 jours après son départ, le 5 décembre, à minuit précis, à l'instant même où elle se trouverait dans son périgée, c'est-à-dire à sa distance la plus rapprochée de la Terre, soit exactement 86 410 lieues. Les principaux membres du Gun Club, le président Barbicane, le major Elphiston, le secrétaire Maston et autres savants, tinrent plusieurs séances dans lesquelles furent discutées la forme et la composition du boulet, la disposition et la nature du canon, la qualité et la quantité de la poudre à employer. Il fut décidé, 1 degré, que le projectile serait un obus en aluminium d'un diamètre de 108 pouces et d'une épaisseur de 12 pouces à ses parois, qui pèserait 19 250 livres. Que le canon serait une columbiade en fonte de fer longue de 900 pieds qui serait coulée directement dans le sol. Et que la charge emploierait 400 000 livres de fulmi-coton qui, développant 6 milliards de litres de gaz sous le projectile, l'emporterait facilement vers l'astre des nuits. Ces questions résolues, le président Barbicane, aidé de l'ingénieur Murchison, fit choix d'un emplacement situé dans la Floride par 27 degrés 7 de latitude nord et 5 degrés 7 de longitude ouest. Ce fut en cet endroit qu'après des travaux merveilleux, le Columbiad fut coulé avec un plein succès. Les choses en étaient là, quand survint un incident qui centupla l'intérêt attaché à cette grande entreprise. Un Français, un Parisien fantaisiste, un artiste aussi spirituel qu'audacieux, demanda à s'enfermer dans un boulet afin d'atteindre la Lune et d'opérer une reconnaissance du satellite terrestre. Cet intrépide aventurier se nommait Michel Ardan. Il arriva en Amérique, fut reçu avec enthousiasme, tint des meetings, se fit porter en triomphe, réconcilia le président Barbicane avec son mortel ennemi, le capitaine Nicholl, et comme gage de réconciliation, il les décida à s'embarquer avec lui dans le projectile. La proposition fut acceptée. On modifia la forme du boulet. Il devint cylindro-conique. On garnit cette espèce de wagon aérien de ressorts puissants et de cloisons brisantes qui devaient amortir le contre-coup du départ.
ont le pourvu de vivres pour 1 an, d'eau pour quelques mois, de gaz pour quelques jours. Un appareil automatique fabriquait et fournissait l'air nécessaire à la respiration des 3 voyageurs. En même temps, le Gun Club faisait construire sur l'un des plus hauts sommets des montagnes rocheuses un gigantesque télescope qui permettrait de suivre le projectile pendant son trajet à travers l'espace. Tout était prêt. Le 30 novembre, à l'heure fixée, au milieu d'un concours extraordinaire de spectateurs, le départ eut lieu et pour la première fois, 3 êtres humains, quittant le globe terrestre, s'élancèrent vers les espaces interplanétaires avec la presque certitude d'arriver à leur but. Ces audacieux voyageurs, Michel Ardan, le président Barbicane et le capitaine Nicholl, devaient effectuer leur trajet en 97 heures, 13 minutes et 20 secondes. Conséquemment, leur arrivée à la surface du disque lunaire ne pouvait avoir lieu que le 5 décembre à minuit, au moment précis où la Lune serait pleine, et non le 4, ainsi que l'avaient annoncé quelques journaux mal informés. Mais circonstance inattendue, la détonation produite par Columbiad eut pour effet immédiat de troubler l'atmosphère terrestre en y accumulant une énorme quantité de vapeur. Phénomène qui excita l'indignation générale, car la Lune fut voilée pendant plusieurs nuits aux yeux de ses contemplateurs. Le digne Maston, le plus vaillant ami des 3 voyageurs, partit pour les montagnes rocheuses, en compagnie de l'honorable Belfast, directeur de l'Observatoire de Cambridge. Et il gagna la station de Long's Peak, où se dressait le télescope qui rapprochait la Lune à 2 lieues. L'honorable secrétaire du Gun Club voulait observer lui-même le véhicule de ses audacieux amis. L'accumulation des nuages dans l'atmosphère empêcha toute observation pendant les 5, 6, 7, 8, 9 et 10 décembre. On crut même que l'observation devrait être remise au 3 janvier de l'année suivante, car la Lune, entrant dans son dernier quartier le 11, ne présenterait plus alors qu'une portion décroissante de son disque, insuffisante pour permettre d'y suivre la trace du projectile. Mais enfin, à la satisfaction générale, une forte tempête nettoya l'atmosphère dans la nuit du 11 au 12 décembre. Et la Lune, à demi éclairée, se découpa nettement sur le fond noir du ciel. Cette nuit même, un télégramme était envoyé de la station de Long's Peak par Maston et Belfast à messieurs les membres du bureau de l'Observatoire de Cambridge. Or, qu'annonçait ce télégramme ? Il annonçait que le 11 décembre, à 8h47 du soir, le projectile lancé par la Columbiad de Stones Hill avait été aperçu par Belfast et Maston. Que le boulet dévié par une cause ignorée n'avait point atteint son but, mais qu'il en était passé assez près pour être retenu par l'attraction lunaire, que son mouvement rectiligne s'était changé en un mouvement circulaire, et qu'alors, entraîné suivant un orbe elliptique autour de l'astre des nuits, il en était devenu le satellite. Le télégramme ajoutait que les éléments de ce nouvel astre n'avaient pu être encore calculés. Et en effet, 3 observations prenant l'astre dans 3 positions différentes sont nécessaires pour déterminer ces éléments. Puis, il indiquait que la distance séparant le projectile de la surface lunaire pouvait être évaluée à 2833 000 environ, soit 4500 lieues. Il terminait enfin en émettant cette double hypothèse où l'attraction de la Lune finirait par l'emporter et les voyageurs atteindraient leur but, ou le projectile, maintenu dans un orbe immutable, graviterait autour du disque lunaire jusqu'à la fin des siècles. Dans ces diverses alternatives, quel serait le sort des voyageurs ? Ils avaient des vivres pour quelque temps, c'est vrai. Mais en supposant même le succès de leur téméraire entreprise,
Comment reviendrait-il? Pourrait-il jamais revenir? Aurait-on de leurs nouvelles? Ces questions, débattues par les plumes des plus savants du temps, passionnèrent le public. Il convient de faire ici une remarque qui doit être méditée par les observateurs trop pressés. Lorsqu'un savant annonce au public une découverte purement spéculative, il ne saurait agir avec assez de prudence. Personne n'est forcé de découvrir ni une planète, ni une comète, ni un satellite. Et qui se trompe, en pareil cas, s'expose justement au colibé de la foule. Donc, mieux vaut attendre. Et c'est ce qu'aurait dû faire l'impatient Maston avant de lancer à travers le monde ce télégramme qui, suivant lui, disait le dernier mot de cette entreprise. En effet, ce télégramme contenait des erreurs de deux sortes, ainsi que cela fut vérifié plus tard. Premier, erreur d'observation, en ce qui concernait la distance du projectile à la surface de la Lune, car à la date du 11 décembre, il était impossible de l'apercevoir. Et ce que Maston avait vu ou cru voir ne pouvait être le boulet de la Columbiad. Numéro 2. Erreur de théorie sur le sort réservé aux 10 projectiles. Car en faire un satellite de la Lune, c'était se mettre en contradiction absolue avec les lois de la mécanique rationnelle. Une seule hypothèse des observateurs de Long's-Peak pouvait se réaliser, celle qui prévoyait le cas où les voyageurs, s'ils existaient encore, combineraient leurs efforts avec l'attraction lunaire de manière à atteindre la surface du disque. Or, ces hommes, aussi intelligents que hardis, avaient survécu au terrible contre-coup du départ. Et c'est leur voyage dans le boulet-wagon qui va être raconté jusque dans ses plus dramatiques comme dans ses plus singuliers détails. Ce récit détruira beaucoup d'illusions et de prévisions, mais il donnera une juste idée aux péripéties réservées à une pareille entreprise, et il mettra en relief les instincts scientifiques de Barbicane, les ressources de l'industrie onicole et l'humoristique audace de Michel Ardan. En outre, il prouvera que leur digne ami, Maston, perdait son temps lorsque, penché sur le gigantesque télescope, il observait la marche de la Lune à travers les espaces stellaires. Chapitre 1. De 10h20 à 10h47 du soir. Quand 10h sonnèrent, Michel Ardan, Barbicane et Nicole firent leurs adieux aux nombreux amis qu'ils laissaient sur Terre. Les deux chiens, destinés à acclimater la race canine sur les continents lunaires, étaient déjà emprisonnés dans le projectile. Les 3 voyageurs s'approchèrent de l'orifice de l'énorme tube de fonte et une grue volante les descendit jusqu'au chapeau conique du boulet. Là, une ouverture ménagée à cet effet leur donna accès dans le wagon d'aluminium. Les palans de la grue étaient halés à l'extérieur. La gueule de la Columbiad fut instantanément dégagée de ces derniers échafaudages. Nicole, une fois introduit avec ses compagnons dans le projectile, s'occupa d'en fermer l'ouverture au moyen d'une forte plaque maintenue intérieurement par de puissantes vis de pression. D'autres plaques, solidement adaptées, recouvraient les verres lenticulaires des hublots. Les voyageurs, hermétiquement clos dans leur prison de métal, étaient plongés au milieu d'une obscurité profonde. « Et maintenant, mes chers compagnons, dit Michel Ardan, faisons comme chez nous. Je suis homme d'intérieur, moi, et très fort sur l'article ménage. Il s'agit de tirer le meilleur parti possible de notre nouveau logement et d'y trouver nos aises. Et d'abord, tâchons d'y voir un peu plus clair. Que diable, le gaz n'a pas été inventé pour les taupes. » Ce disant, l'insouciant garçon fit jaillir la flamme d'une allumette qu'il frotta à la semelle de sa botte. Puis il l'approcha du bec fixé au récipient, dans lequel l'hydrogène carboné, emmagasiné à une haute pression, pouvait suffire à l'éclairage et au chauffage du boulet pendant 144 heures, soit 6 jours et 6 nuits. Le gaz s'alluma,
Le projectile ainsi éclairé apparut comme une chambre confortable, capitonnée à ses parois, meublée de divans circulaires et dont la voûte s'arrondissait en forme de dôme. Les objets qu'elle renfermait, armes, instruments, ustensiles, solidement saisis et maintenus contre les rondeurs du capiton, devaient supporter impunément le choc du départ. Toutes les précautions humainement possibles avaient été prises pour mener à bonne fin une si téméraire tentative. Michel Ardan examina tout et se déclara fort satisfait de son installation. « C'est une prison, dit-il, mais une prison qui voyage, et avec le droit de mettre le nez à la fenêtre. Je ferai bien un bail de 100 ans. Tu souris, Barbicane? As-tu donc une arrière-pensée? Te dis-tu que cette prison pourrait être notre tombeau? Tombeau soit, mais je ne le changerai pas pour celui de Mahomet qui flotte dans l'espace et ne marche pas. » Pendant que Michel Ardan parlait ainsi, Barbicane et Nicholl faisaient leurs derniers préparatifs. Le chronomètre de Nicholl marquait 10h20 du soir lorsque les 3 voyageurs se furent définitivement murés dans leur boulet. Ce chronomètre était réglé à un dixième de seconde près sur celui de l'ingénieur Murchisson, et Barbicane le consulta. « Mes amis, dit-il, il est 10h20. À 10h47, Murchison lancera l'étincelle électrique sur le fil qui communique avec la charge de la Columbiad. À ce moment précis, nous quitterons notre sphéroïde. Nous avons donc encore 27 minutes à rester sur la Terre. 26 minutes et 13 secondes, répondit le méthodique Nicholl. Eh bien, s'écria Michel Ardan d'un ton de belle humeur, en 26 minutes, on fait bien des choses. On peut discuter les plus graves questions de morale ou de politique, et même les résoudre. 26 minutes bien employées valent mieux que 26 années où on ne fait rien. Quelques secondes d'un Pascal ou d'un Newton sont plus précieuses que toute l'existence de l'indigeste foule des imbéciles. Et tu en conclus, éternel parleur? Demanda le président Barbicane. J'en conclus que nous avons 26 minutes, répondit Ardan. 24 seulement, dit Nicholl. 24 si tu y tiens, mon brave capitaine, répondit Ardan. 24 minutes pendant lesquelles on pourrait approfondir. Michel, dit Barbicane, pendant notre traversée, nous aurons tout le temps nécessaire pour approfondir les questions les plus ardues. Maintenant, occupons-nous du départ. Ne sommes-nous pas prêts? Sans doute, mais il y a encore quelques précautions à prendre pour atténuer autant que possible le premier choc. N'avons-nous pas ces couches d'eau disposées entre les cloisons brisantes et dont l'élasticité nous protégera suffisamment? Je l'espère, Michel, répondit doucement Barbicane. Mais je n'en suis pas bien sûr. Ah, le farceur, s'écria Michel Ardan. Il espère, il n'est pas sûr, et il attend le moment où nous sommes encaqués pour faire ce déplorable aveu. Mais je demande à m'en aller. Et le moyen? Répliqua Barbicane. En effet, dit Michel Ardan, c'est difficile. Nous sommes dans le train et le sifflet du conducteur retentira avant 24 minutes. 20, fit Nicholl. Pendant quelques instants, les 3 voyageurs se regardèrent. Puis ils examinèrent les objets emprisonnés avec eux. Tout est à sa place, dit Barbicane. Il s'agit de décider maintenant comment nous nous placerons le plus utilement pour supporter le choc du départ. La position à prendre ne saurait être indifférente. Et autant que possible, il faut empêcher que le sang ne nous afflue trop violemment à la tête. Juste, fit Nicholl. Alors, répondit Michel Ardan, prêt à joindre l'exemple à la parole, mettons-nous la tête en bas et les pieds en haut, comme les clowns du Great Circus. Non, dit Barbicane, mais étendons-nous sur le côté, nous résisterons mieux ainsi au choc. Remarquez bien qu'au moment où le boulet partira, que nous soyons dedans ou que nous soyons devant, c'est à peu près la même chose. Si ce n'est qu'à peu près la même chose, je me rassure, répliqua Michel Ardan. Approuvez-vous mon idée, Nicholl ?
demanda Barbicane. Entièrement, répondit le capitaine. Encore 13 minutes et demie. Ce n'est pas un homme que ce Nicole, s'écria Michel. C'est un chronomètre à seconde, à échappement, avec 8 trous. Mais ses compagnons ne l'écoutaient plus. Et ils prenaient leurs dernières dispositions avec un sang-froid inimaginable. Ils avaient l'air de 2 voyageurs méthodiques montés dans un wagon, en cherchant à se caser aussi confortablement que possible. On se demande vraiment de quelle matière sont faits ces cœurs d'Américains, auxquels l'approche du plus effroyable danger n'ajoute pas une pulsation. 3 couchettes, épaisses et solidement conditionnées, avaient été placées dans le projectile. Nicole et Barbicane les disposèrent au centre du disque qui formait le plancher mobile. Là devaient s'étendre les 3 voyageurs, quelques moments avant le départ. Pendant ce temps, Ardan, ne pouvant rester immobile, tournait dans son étroite prison comme une bête fauve en cage. Causant avec ses amis, parlant à ses chiens, Diane et Satellite, auxquels, on le voit, il avait donné depuis quelque temps ces noms significatifs. « Hé, Diane, hé, Satellite !» s'écria-t-il en les excitant. « Vous allez donc montrer aux chiens sélénites les bonnes façons des chiens de la terre ? Voilà qui fera honneur à la race canine, par Dieu. Si nous revenons jamais ici-bas, je veux rapporter un type croisé de Moondog qui fera fureur. » « S'il y a des chiens dans la lune, dit Barbicane. « Il y en a, affirma Michel Ardan. Comme il y a des chevaux, des vaches, des ânes et des poules. Je parie que nous y trouverons des poules. 100 $ que nous n'en trouverons pas, dit Nicole. Tenu, mon capitaine, répondit Ardan en serrant la main de Nicole. Mais à propos, tu as déjà perdu 3 paris avec notre président, puisque les fonds nécessaires à l'entreprise ont été faits, puisque l'opération de la fonte a réussi, et enfin puisque la Columbiad a été chargée sans accident, soit 6 000 $. Oui, répondit Nicole. 10h37 minutes et 6 secondes. C'est entendu, capitaine. Eh bien, avant un quart d'heure, tu auras encore à compter 9 000 $ au président. 4 000 parce que la Columbiad n'éclatera pas. Et 5 000 parce que le boulet s'enlèvera à plus de 6 000 dans l'air. J'ai les dollars, répondit Nicole, en frappant sur la poche de son habit. Je ne demande qu'à payer. Allons, Nicole, je vois que tu es un homme d'ordre. Ce que je n'ai jamais pu être, mais en somme, tu as fait là une série de paris peu avantageux pour toi. Permets-moi de te le dire. Et pourquoi ? Demanda Nicole. Parce que si tu gagnes le premier, c'est que la Columbiad aura éclaté. Et le boulet avec, et Barbicane ne sera plus là pour te rembourser tes dollars. Mon enjeu est déposé à la banque de Baltimore, répondit simplement Barbicane. Et à défaut de Nicole, il retournera à ses héritiers. Ah, homme pratique, s'écria Michel Ardan. Esprit positif, je vous admire d'autant plus que je ne vous comprends pas. 10h42, dit Nicole. Plus que 5 minutes, répondit Barbicane. Oui, 5 petites minutes, répliqua Michel Ardan. Et nous sommes enfermés dans un boulet au fond d'un canon de 900 pieds. Et sous ce boulet sont entassés 400 000 livres de fulmi-coton qui valent 1600 000 livres de poudre ordinaire. Et l'ami Murgisson, son chronomètre à la main, l'œil fixé sur l'aiguille, le doigt posé sur l'appareil électrique, compte les secondes et va nous lancer dans les espaces interplanétaires. « Assez, Michel, assez », dit Barbicane d'une voix grave. « Préparons-nous. Quelques instants seulement nous séparent d'un moment suprême. Une poignée de main, mes amis. »« Ouais », s'écria Michel Ardan, plus ému qu'il ne voulait le paraître. Ses 3 hardis compagnons s'unirent dans une dernière étreinte. « Dieu nous garde », dit le religieux Barbicane. Michel Ardan et Nicole s'étendirent sur les couchettes disposées au centre du disque. 10h47, murmura le capitaine. 20 secondes encore. Barbicane éteignit rapidement le gaz et se coucha près de ses compagnons.
le profond silence n'était interrompu que par les battements du chronomètre frappant la seconde. Soudain, un choc épouvantable se produisit et le projectile, sous la poussée de 6 milliards de litres de gaz développés par la déflagration du pyroxyle, s'enleva dans l'espace. Chapitre 2. La première demi-heure. Que s'était-il passé ? Quel effet avait produit cette effroyable secousse ? L'ingéniosité des constructeurs du projectile avait-elle obtenu un résultat heureux ? Le choc s'était-il amorti grâce aux ressorts, aux 4 tampons, aux coussins d'eau, aux cloisons brisantes ? Avait-on dompté l'effrayante poussée de cette vitesse initiale de 11 000 mètres qui eût suffi à traverser Paris ou New York en 1 seconde ? C'est évidemment la question que se posaient les 1000 témoins de cette scène émouvante. Ils oubliaient le but du voyage pour ne songer qu'aux voyageurs. Et si quelqu'un d'entre eux, Maston par exemple, eût pu jeter un regard à l'intérieur du projectile, qu'aurait-il vu ? Rien alors. L'obscurité était profonde dans le boulet, mais ses parois cylindro-coniques avaient supérieurement résisté. Pas une déchirure, pas une flexion, pas une déformation. L'admirable projectile ne s'était même pas altéré, sous l'intense déflagration des poudres, ni liquéfié, comme on paraissait le craindre, en une pluie d'aluminium. À l'intérieur, peu de désordre, en somme. Quelques objets avaient été lancés violemment vers la voûte, mais les plus importants ne semblaient pas avoir souffert du choc. Leur saisine était intacte. Sur le disque mobile, rabaissé jusqu'au culot, après le bruit des cloisons et l'échappement de l'eau, 3 corps gisaient sans mouvement. Barbicane, Nicole, Michel Ardan respirait-il encore ? Ce projectile n'était-il plus qu'un cercueil de métal emportant 3 cadavres dans l'espace ? Quelques minutes après le départ du poulet, un de ses corps fit un mouvement. Ses bras s'agitèrent, sa tête se redressa et il parvint à se mettre sur les genoux. C'était Michel Ardan. Il se palpa, poussa un hum sonore, puis il dit « Michel Ardan, complet, voyons les autres. » Le courageux français voulut se lever, mais il ne put se tenir debout, sa tête vacillait, son sang violemment injecté l'aveuglait. Il était comme un homme ivre. Cela me produit le même effet que 2 bouteilles de Corton. Seulement, c'est peut-être moins agréable à avaler. Puis, passant plusieurs fois sa main sur son front et se frottant les tempes, il cria d'une voix ferme « Nicole, Barbicane !» Il attendit anxieusement. Nulle réponse. Pas même un soupir qui indiqua que le cœur de ses compagnons battait encore. Il réitéra son appel. Même silence. « Diable !» dit-il. Ils ont l'air d'être tombés d'un 5e étage sur la tête. Bah, ajouta-t-il avec cette imperturbable confiance que rien ne pouvait enrayer, si un Français a pu se mettre sur les genoux, 2 Américains ne seront pas gênés de se remettre sur les pieds. Mais avant tout, éclairons la situation. Ardan sentait la vie lui revenir à flot. Son sang se calmait et reprenait sa circulation accoutumée. De nouveaux efforts se remirent en équilibre. Il parvint à se lever, tira de sa poche une allumette et l'enflamma sous le frottement du phosphore. Puis l'approchant du bec, il l'alluma. Le récipient n'avait aucunement souffert. Le gaz ne s'était pas échappé. D'ailleurs, son odeur l'eût trahi, et en ce cas, Michel Ardan n'aurait pas impunément promené une allumette enflammée dans ce milieu rempli d'hydrogène. Le gaz, combiné avec l'air, eût produit un mélange détonnant, et l'explosion aurait achevé ce que la secousse avait commencé peut-être. Et c'est là-dessus que nous allons arrêter cette lecture pour aujourd'hui. J'espère que vous l'avez apprécié. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag VBN. Merci beaucoup, je vous souhaite une très bonne nuit ou une très bonne journée. À bientôt.